Bonjour et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée aujourd'hui par Kraken. Nous allons commencer avec les dernières aventures d'Aave, le célèbre protocole DeFi, autrefois réputé pour sa gouvernance non seulement fonctionnelle mais également particulièrement active. Et si je dis autrefois, vous en doutez bien, c'est parce que cette réputation a pris un sacré coup la semaine dernière. En effet, elle était due en grande partie à l'organisation Aave-chan Initiative, qui avait pour objectif de servir de délégataire de gouvernance au profit des détenteurs de jetons Aave dont le désir le plus ardent était de maximiser les chances de succès du protocole. Et pendant longtemps, l'ACI a rempli cette mission de façon exemplaire, ce qui pouvait donner l'impression que tout allait bien chez Aave. Mais en réalité, un ver était dans la pomme depuis le début et il a fini par sortir. Car Aave Labs, la société des créateurs originels d'Aave, qui est également en charge du développement, dispose évidemment d'un certain nombre de jetons Aave. Sur le papier, on peut considérer ça comme une bonne chose, puisque tous les détenteurs de ce jeton sont théoriquement incités à faire de leur mieux pour que sa valeur augmente. Mais ça n'empêche pas totalement que quelques autres désirs plus égoïstes prennent parfois le dessus. Et c'est exactement ce qui s'est passé tout récemment avec la proposition Aave Wallwind, dans laquelle Aave Labs a notamment demandé un budget de 50 millions de dollars, ainsi que quelques autres mesures plus ou moins controversées au sein de la communauté Aave. Et là où le bas blesse, c'est que cette proposition a été validée avec une majorité relativement courte de 52,5%, qui aurait seulement été obtenue grâce à des votes issus d'adresses contrôlées par Aave. En d'autres mots, même si ça n'aurait pas été sans contrepartie, Aave Labs a utilisé son argent pour obtenir plus d'argent. Face à ce conflit d'intérêts évident, l'ACI a donc décidé de tout arrêter en juillet 2026, ce qui aura pour Aave des conséquences à long terme assez importantes si personne d'autre ne se propose pour les remplacer. Et vu l'activité de gouvernance moyenne des autres protocoles DeFi, il y a peu de chances que ça se produise. L'ACI était une anomalie et son absence provoquera certainement une baisse significative des actions de gouvernance, ce qui à son tour impactera certainement l'influence d'Aave dans le monde de la DeFi. Quand personne ne parle d'un projet, même si sa TVL est élevée sur le moment, il a tendance à sombrer lentement dans l'oubli. Cependant, et c'est pour cela que j'en parle aujourd'hui, les ennuis n'arrivent jamais seuls. Aave n'aura pas eu besoin d'attendre juillet pour commencer à en avoir. Cette semaine, une petite erreur de configuration de leur système de gestion de risque, et plus spécifiquement de l'oracle Capo géré par Chaos Labs, a provoqué la liquidation de 26 millions de dollars sur les positions de 34 utilisateurs. Cette configuration erronée mise en place en février par Chaos Labs n'aura pas pour autant complètement déstabilisé le protocole, puisque les montants concernés sont en fait assez petits par rapport à la TVL, et que les utilisateurs affectés seront en plus remboursés. Mais quelques questions intéressantes sont apparues quand même dans la discussion qui a suivi, que ce soit en ce qui concerne la responsabilité de Chaos Labs ou encore la conception même du système de liquidation d'Aave qui a été remise en question par cet utilisateur s'appuyant sur des données concrètes dont le message mérite le détour. Et puis, à peine 2 jours après, le réseau Ethereum a assisté à la publication de 7 transactions. Un utilisateur ayant tout juste retiré 50 millions de dollars depuis Binance les a échangés à travers l'interface d'Aave contre des jetons également Aave d'une valeur de 36 000 dollars. Ceci parce que derrière l'interface d'Aave, cet échange a pris place en plusieurs étapes et à travers de multiples services qui ont chacun manqué de liquidité sur les paires concernées. C'est ainsi qu'en un clic, un utilisateur a transformé 50 millions en 36 000. Et ce, malgré l'avertissement typique sur ces plateformes qui prévient qu'on va perdre beaucoup d'argent. Alors là, j'ai pas 50 millions sous la main pour vous montrer à quoi ressemble le message exactement, mais déjà en regardant avec n'importe quel jeton en manque de liquidité et un montant fictif, on peut quand même voir qu'il y a un moins 100% en rouge, qui indique déjà qu'il y a un petit souci. Apparemment, ça n'a pas suffi. Est-ce que les choses auraient été différentes avec cette interface proposée par un utilisateur Telegram ? La question se pose, tout comme celle de la responsabilité du type qui a mis 50 millions de dollars sur un portefeuille auto-hébergé et qui a appuyé sur le bouton échanger sans lire ce qui était affiché à l'écran. Bref, passons à l'actu suivante qui est à mon avis la plus importante de la semaine. Comme vous l'avez vu sur la miniature, le département du Trésor américain, qui est en gros leur équivalent du ministère des Finances, a publié un rapport destiné au Congrès et visant à faire le point sur l'utilisation des nouvelles technologies pour lutter contre les flux financiers illégaux. Et si on ignore tout le reste de ce qui est écrit pour se concentrer exclusivement sur ce paragraphe dans la section qui concerne les mixeurs crypto, on peut lire qu'ils admettent que des citoyens respectueux des lois peuvent utiliser les mixeurs pour protéger leur vie privée sur les blockchains publiques. Et ils reconnaissent également qu'au fur et à mesure que l'usage de la crypto se démocratisera, les gens auront de plus en plus envie d'utiliser les mixeurs pour protéger leur vie privée. Là, même moi qui ne suis pas religieux, pendant une seconde je me suis dit « Alléluia, que Dieu soit en location !» Jusqu'à ce que mon lobe frontal reprenne le dessus et que je me souvienne que je n'ai pas encore tout lu et qu'il s'agit quand même du gouvernement états-unien. Le même gouvernement qui vous demande désormais l'historique de tout ce que vous avez fait sur internet les 10 dernières années quand vous allez sur leur territoire.
Et déjà, au paragraphe d'après, on peut voir que le sujet des usages parfaitement légitimes des mixeurs sur les blockchains publiques est totalement ignoré. Tout ce que le département du Trésor a fait dans ce paragraphe, c'est constater que parfois les citoyens honnêtes utilisent des mixeurs. Et immédiatement après, il pivote sans transition sur les criminels et la Corée du Nord qui passent par des mixeurs. Et ensuite, c'est essentiellement du blabla qui va plus ou moins dans le même sens. Alors on va directement aller voir les recommandations à la fin de ce rapport. Il y en a 3, et un petit A, mais pas de petit B, ce qui est plutôt original. Et c'est bien la seule partie originale de ces recommandations, puisque d'après eux, il faut que le Parlement américain réfléchisse à imposer des obligations anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme à la DeFi, qu'ils permettent au département du Trésor de bloquer ou imposer des conditions au transfert de fonds réalisés à travers la DeFi, et qu'ils modifient leur loi sur le secret bancaire pour que les obligations afférentes soient aussi applicables à la DeFi. Aucune trace dans ces recommandations de l'usage légitime des mixeurs. Il n'est question que de surveillance de masse, de contrôle et d'interdiction. Et ce, peu importe si leur bulldozer législatif aurait pour inévitable résultat d'emprisonner la crypto dans le monde du spéculatif en empêchant l'adoption par le grand public. Comme on peut le voir juste au-dessus dans la section DeFi, il mentionne notamment la censure par certains nœuds et autres acteurs des portefeuilles et transactions qui auraient un soi-disant score de risque trop élevé. Ce qui veut dire absolument n'importe qui a osé toucher à un mixeur. Voilà le vrai esprit de ce document. Alors qu'en première lecture et sans trop faire attention au reste, on peut avoir l'impression qu'il confirme la légitimité de certains utilisateurs de mixeurs, le vrai message c'est qu'ils en ont rien à cirer et qu'ils vont faire en sorte de censurer tout ce qui leur plaît pas de toute façon. Un objectif à la fois injuste, suicidaire et inutile, puisqu'en tentant d'y parvenir, les États-Unis priveront les citoyens honnêtes de leur droit à la vie privée, les entrepreneurs américains d'une grande partie de leur marge de manœuvre lors de la création de nouveaux protocoles DeFi, et les criminels d'absolument rien ou presque, parce que même si les Américains demandent à censurer quelques transactions, il y aura toujours quelque part ailleurs un nœud réseau prêt à les publier au mépris de la loi américaine. Il n'y a donc absolument aucune raison d'être rassuré par ce rapport qui ne change rien du tout à la ligne de conduite des États-Unis et n'incitera en aucun cas leurs juges à libérer Roman Storm. Après, d'un autre côté, quand on y pense, ils ont encore de la marge par rapport à nous, il faut le dire. Par exemple, sur Kraken, le Monero n'est plus disponible pour les Français à cause des réglementations européennes, alors qu'il l'est encore pour les Américains. En tout cas, c'est l'occasion pour moi de passer au message de notre sponsor du jour, puisque sur Kraken, il n'y a pas que le Monero. En effet, il y a quelques jours, une loterie spéciale a été lancée. Le concept est très simple. Pour tous les clients Kraken qui sont inscrits au tirage au sort, jusqu'au 13 avril, chaque dollar de crypto tradé sur la plateforme correspondra à une chance de gagner soit 100 $ de Bitcoin, soit 10 000 $ de Bitcoin, soit un Bitcoin entier. Alors attention, il faut trader de la crypto, mais pas sur n'importe quelle paire. Évidemment, celle qui comporte 2 monnaies fiduciaires ou monnaies stables ne compte pas. Et les actions, Xtox et Bundle sont exclus également. Mais pour tous ceux qui sont intéressés par l'achat de crypto et le trading, ça reste sympa puisque contrairement à un ticket Euromillion, ça ne coûte rien, mis à part quelques secondes de votre temps. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire avant de commencer à trader en allant sur l'application mobile Kraken dans la section Offres et en cliquant sur ce bouton. Il y aura une petite notification en haut de l'écran et quelques temps plus tard, vous recevrez également un mail indiquant que vous êtes bien inscrit. Si cette chance de gagner un Bitcoin vous tente, je vous invite donc à cliquer sur notre lien d'affiliation en description. Maintenant, passons à la suite de l'info avec les derniers sujets concernant l'Union Européenne, parce que chez nous, les autorités s'activent pour mettre en place leur propre réseau. Même si on savait depuis quelque temps qu'ils préparaient ça, mercredi, la BCE a annoncé le lancement de l'initiative Appia, qui a pour objectif de faire le lien entre la monnaie de banque centrale et les marchés financiers traditionnels grâce à la technologie des registres distribués. Et comme il le disait en juillet 2025, donc il y a Pontes qui est essentiellement une blockchain européenne servant à relier toutes les blockchains avec les services Target. Et puis Appia, qui était un peu plus flou. Est-ce que c'est moins flou en 2026 ? Un petit peu. Dans le communiqué de cette semaine, ils décrivent ça comme une initiative exploratoire qui enquête sur les possibilités d'une blockchain européenne capable de nous offrir une totale liberté d'échanger cosmique vers un nouvel âge réminiscent. Mais dans le respect des lois européennes évidemment. Bon, après cette description un peu éthérée, plus loin dans le document, on voit émerger une sorte de manifeste de la crypto officielle de l'Union Européenne, qui reste intéressant à lire, notamment la section des principes de haut niveau qui sont indiqués. Il y en a quelques-uns qui ont l'air sympas, comme l'innovation, la compétition, l'efficacité, la robustesse, et puis il y en a d'autres qui sont un peu moins, comme par exemple la certitude légale, qui en soi n'a rien de négatif, c'est bien le respect de la loi, mais ça perd un tout petit peu de son aspect mystique et vénérable quand on voit que la vie privée ne figure qu'à un seul endroit de ses principes, et c'est entre parenthèses dans la section sur le respect de la loi. Et puis la lecture du paragraphe suivant est assez amusante puisqu'il est intitulé « Gouvernance et contrôle », un paragraphe dont le titre constitue donc presque un lapsus révélateur.
Au début, il nous parle de gouvernance transparente, mais juste après, on nous rappelle quand même qu'il est surtout question d'obéir aux autorités européennes auxquelles le peuple français a dit non en 2005. Enfin, en dehors de ça, il y a aussi eu l'AMF et la Banque de France qui ont fait une annonce. Quoique celle-ci n'a pas grand-chose de dystopique si ce n'est qu'il compte travailler sur des intégrations avec le système européen qui nous a été promis, si on peut appeler ça une promesse au lieu d'une menace. Pour résumer, la Banque de France vient de lancer un groupe stratégique visant à favoriser le développement de tout ce qui a trait à la jetonisation d'actifs issus de la finance traditionnelle. Les dépôts, les titres de créance, etc. etc. Et d'ici cet été, il devrait publier un rapport sur l'avenir de la jetonisation en France. Alors, en attendant de voir ce rapport, passons au dernier sujet qui est d'ordre technique. Il y a quelques jours, les chercheurs en sécurité de chez Ledger Donjon ont révélé une faille absolument massive qui touche les processeurs de marque Mediatek dotés d'un TE de marque Trustonic, une faille qui affecterait donc jusqu'à 25% des téléphones Android. Et ce n'est pas la première du genre chez Mediatek. Mais cette fois-ci, ça touche particulièrement la crypto, puisqu'avec cette faille, en se connectant par câble USB à un téléphone, il est possible en 45 secondes d'accéder au code PIN, aux phrases de passe des portefeuilles crypto et à toutes les autres informations censées être protégées par le fameux TE. Parce qu'il n'y a pas d'éléments sécurisés dédiés comme c'est le cas sur les portefeuilles matériels. Après, même si c'est plutôt catastrophique, c'est pas totalement catastrophique, juste un petit peu, puisque pour pouvoir profiter de cette vulnérabilité, il faut quand même avoir un accès physique au téléphone. De ce fait, le risque est minime pour 99% des gens. Même si vous vous faites cambrioler ou piquer votre téléphone dans la rue, ceux qui font ça n'ont généralement pas les capacités intellectuelles pour exploiter une vulnérabilité pareille. Alors je vais vous quitter pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine et j'espère qu'on se reverra dimanche prochain sur YouTube. A bientôt.